Merci pour cette mise en musique pour commencer notre soirée conférence hip-hop au Japon. J'invite donc Roger et Sonic M sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence Histoire et évolution du hip-hop au Japon. C'est donc la première conférence de l'histoire, je pense, du hip-hop au Japon en France. Je suis Aya Soejima, conseillère spectacle de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Bienvenue à ce centre culturel. Peut-être certains d'entre vous viennent pour la première fois. Cette conférence est le premier volet d'une série de 4 événements sur le hip-hop japonais qu'on va monter ensemble. Après cette conférence, nous allons inviter le 3 avril Utamaru, le rappeur de Rhymestar, une icône du rap japonais, pour une rencontre avec le public. Et le 20 juin, on va organiser une conférence sur les femmes dans le hip-hop japonais. On s'est dit on a besoin d'une conférence entière pour parler des filles, à laquelle participera la rappeuse Komachi. Il y a des fans. Il y a des fans. Et nous clôturons ce focus le lendemain, c'est-à-dire le 21 juin, le jour de la fête de la musique, avec le concert de Komachi et Namitié sur le son mixé par Sonic M, qu'on vient d'entendre. Merci. Merci Sonic M. Pour la conférence de ce soir, donc, nous sommes ravis d'accueillir 2 personnes de Real Japanese Hip Hop. Roger Atangana Kolo, président du Real Japanese Hip Hop, qui a créé ce média en 2013. Et son collaborateur, Sonic M, DJ, compositeur, qui l'a rejoint en 2018. C'est ça. Roger, tu es un spécialiste du hip-hop japonais. C'était en 2020 qu'on s'est rencontrés. Oui, effectivement. Quand on a présenté le spectacle Arika du danseur Yasutake Shimaji et du rappeur Roy Tamaki. C'était une sorte de joute entre un rappeur et un danseur. Ils s'échangeaient leurs disciplines et ils improvisaient sur scène. Et j'ai trouvé sur Internet ton média et je t'ai invité à venir voir le spectacle. Tu avais donc programmé une interview de Tamaki Roy parce qu'il restait plusieurs jours après la dernière. Et malheureusement, c'était en mars 2020. Les frontières commençaient à se fermer. Et il a pris le premier vol qu'il pouvait réserver. Et le soir même, je crois. Oui. C'était un moment très, très marquant. Compliqué. Et nous avons gardé contact depuis. Et on s'est dit, on a envie de découvrir un peu le hip-hop japonais, même nous. Au sein de la Maison de la Culture du Japon à Paris, on ne connaît pas assez le rap japonais. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on va faire appel à des spécialistes et apprendre sur notre propre culture. Donc on est ravis de vous accueillir ici. Roger, je te laisse prendre la parole et te présenter avant de commencer ta petite conférence. Bonsoir à tous, je m'appelle Roger Atangana Kolo. Avant de commencer, Aya, je tiens d'abord à remercier la Maison de la Culture du Japon et toutes ses équipes d'avoir organisé cette conférence. Ça me fait vraiment plaisir, après 10 ans de travail, que la MCGP me fasse confiance pour faire une telle conférence. Je suis vraiment très très heureux que vous soyez là tous, parce que ça me fait vraiment plaisir de voir tous mes followers français et d'autres qui sont en ligne au Japon et dans le monde qui nous suivent depuis très très longtemps, et ça me motive énormément. Je remercie aussi Sonic M qui m'a suivi depuis 2018 et que j'ai réussi à convaincre de se mettre dans le hip-hop japonais. Et en fait, Real Japanese Hip Hop, c'est une passion qui dure depuis de très très longues années, puisque je découvre le hip-hop japonais vers 1997 dans une cassette audio. Il y a un son en particulier qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de Chad à la part, Summer Jam 95. Et arrivant en France... C'est une compile alors. Ouais, c'est une compilation avec plusieurs artistes. Et en France, tous mes amis écoutaient du rap français, du rap américain, et moi j'étais un peu caché, je disais
qu'il y a quelqu'un qui écoute du rap japonais? Non. Et c'est après, au fil des années, moi j'ai continué à écouter. Et au fil des années, durant les années 2000, j'ai rencontré d'autres personnes qui écoutaient du hip-hop japonais. J'étais dans des forums spécialisés. Et après, j'ai décidé de partir au Japon pour développer pour aller voir les artistes sur place. Et après, en revenant, je me suis dit pourquoi pas faire un média, parce qu'il n'y avait absolument aucune plateforme pour présenter les artistes du hip-hop japonais. Au début, j'étais seul. Maintenant, on est une dizaine de collaborateurs, de partenaires au Japon et d'autres DJ qui vont travailler avec nous, en priorité DJ Sonic M. Et là, on est à notre 10e anniversaire. Donc, vous mettez en ligne des interviews, des clips, et vous composez de la musique ensemble. Surtout Sonic M. Sonic M. Voilà. En termes des choix des morceaux, par exemple, vous faites attention aux paroles? Oui, je fais beaucoup attention à ce que l'artiste dit. Je prends le temps il y a beaucoup d'outils maintenant qui permettent de traduire beaucoup plus facilement. Donc, tout ce qui est violence, sexe, drogue et tout, je bannis et je me concentre davantage sur le flow et ce que l'artiste dit, en fait. Quelles sont ses réalités japonaises. Et quand on traduit les titres, on découvre pas mal d'histoires de la société japonaise, en fait. Et c'est ça qui me plaît. Et à ambiancer avec un beat hip-hop, c'est encore meilleur, en fait. Donc, je publie, j'ai à peu près 3000 vidéos d'artistes par an. Et avec mon équipe, on sélectionne celles qui fonctionnent le plus et qui répondent à nos critères, en fait. D'accord. Voilà. Merci Roger. Est-ce que tu peux donc nous faire immerger dans l'histoire du rap japonais? Ok. Bon, j'ai préparé un PowerPoint. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes, vraiment beaucoup d'histoires. Donc j'ai pris les plus marquantes. Attendez, je vais poser la petite horloge là. Ok, ici. Ok. Là. Je croyais que le public ne voit pas. Je crois que c'est le numéro 6. Non, c'est ton PC. Ça, c'est bien, ça. Ok, c'était là. Ok, c'est bon. Donc j'ai préparé un PowerPoint pour vous présenter l'histoire du hip-hop japonais des années 80 à aujourd'hui. Je vais me concentrer un peu plus sur les années 80 pour que vous compreniez parfaitement comment le hip-hop s'est implanté au Japon. Après, je vais aller sur les années 90, parler des années 2000 avec les différentes scènes. Et ensuite, je vais terminer avec les rappeurs qui ont l'envergure, des artistes qui ont une envergure internationale. Donc tout commence avec Monsieur Kozo Asaoka. Kozo Asaoka, c'est une personne qui découvre la musique soul, funk, new jack à la fin des années 80. Donc, il va aller dans plusieurs magasins spécialisés de Shinjuku et de Roppongi pour acheter des vinyles où il y a exclusivement cette musique noire américaine. Et aussi, ça sera un client régulier des discothèques de Yokota et Yokosuka. Yokota et Yokosuka, c'est deux bases militaires américaines. Yokota, c'est l'US Air Force et Yokosuka, c'est la marine américaine. Donc il aura beaucoup d'amis militaires noirs américains qui vont l'emmener dans les discothèques et qui vont lui faire découvrir le DJing, le breakdance, la soul, la funk, toute la musique de cette période. Et il va avoir une idée. Donc, en 1980, il crée Funky Jam. Juste un simple nom. Il n'a pas encore une idée de création dans d'autres structures. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer la Funky Jam School, la première école de hip-hop du Japon. Et à l'intérieur de Funky Jam School, il crée AMBLAP, American Black People, qui va se concentrer sur le breakdance, la soul et la new jack. Donc j'ai récupéré une photo sur le site de amblap.jp, où un instructeur donne des cours de danse à des personnes. L'année suivante, il va créer le Funky Jam Breaker, le premier groupe de hip-hop japonais. C'est moyenne d'âge entre 6 ans et 20 ans, ce sont des écoliers, des collégiens et des universitaires qui vont créer une structure de danse. Et aussi on aura des femmes. On a Hiromi. C'est une danseuse, une japonaise qui aimait énormément le breakdance et qui va faire une session de présentation, là, dans la photo que vous voyez, en 1984, devant la gare de Shibuya.
Donc les Japonais, vous voyez, ils se regroupent tout autour, ils ne connaissent pas, c'est vraiment une découverte. Donc après ça, la Funky Jam a beaucoup de sollicitations au niveau télévisuel, des spectacles, des marques qui veulent faire des promotions de présentation. Et Kozo Asaoka va faire le tour des boîtes de nuit pour rechercher un DJ et un rappeur, parce qu'il voulait absolument présenter les éléments du hip-hop, la danse, le DJing et le rap. Donc en faisant le tour, il va trouver un DJ, Monchi Tanaka, DJ Monchi, qui sera le seul à pouvoir faire du scratch à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de DJ qui faisaient du scratch, c'était le seul. Donc il va l'inviter à rejoindre la Funky Jam en 1983. Là, j'ai récupéré 3 photos de lui. La première, c'est Shibuya à la Scala. La deuxième, c'est encore à Shibuya, une autre boîte qui s'appelle le Big Apple de l'époque. Et l'autre, c'est dans les studios de Funky Jam, où il faisait des sessions d'entraînement. Et ensuite, le rappeur, il n'a pas trouvé, à l'époque, en 83, il n'y avait pas de rappeur japonais. Donc, il va aller voir ses amis des bases américaines et demander à quelques-uns de se proposer pour faire des rap sessions durant les événements. Donc, la même année, il trouve un de ses amis, Robert Chilechi Marshall, alias Rap Robert, qui va rejoindre à son tour la Funky Jam. Et lui, pendant les présentations de danse, il va présenter, là c'est une photo dans le studio CBS, et là c'est une capture vidéo d'une chaîne de télé, Fan TV, où ils font une présentation, le rappeur, le DJ, et si vous imaginez, devant il y a les danseurs qui sont juste en train de se produire. Donc ça c'est ce que Kozo Asaoka il fait entre 80 et 1983. La même année, il y a le Wild Style Tour. Le Wild Style, c'est un long métrage sur la culture hip-hop américaine qui est tourné à New York entre 81 et 82. Et toute l'équipe du film va aller au Japon pour un tour promotionnel. Donc, Charlie Hearn et Fab Freddy, les deux principaux, l'acteur principal et le producteur principal, vont emmener toute l'équipe du film, c'est environ une trentaine de personnes, des DJ, des danseurs, des breakers, qui vont aller au Japon pour ce tour promotionnel et pour présenter la culture hip-hop. Donc j'ai récupéré aussi des photos. Vous avez Cool Cult Brother, Charlie Hearn, le producteur, Five Freddy et Rocksteady Crew. Et l'affiche officielle pour le tour japonais, le flyer officiel du film. Et la première série de photos, ils sont à Ibiya. Donc c'est une zone assez business, il y a beaucoup d'entreprises. La connexion ne va pas se faire parfaitement. C'est quand ils vont aller au parc Yoyogi, là où il y a tous les jeunes japonais qui se réunissent, que la véritable connexion entre les jeunes du Bronx, avec l'énergie du hip-hop, vont se connecter avec les jeunes japonais du parc Yoyogi. Et c'est là qu'il y aura un véritable échange culturel entre les danseurs, les DJ, les breakers, qui vont transmettre leur culture. Bon. Avant de continuer, je vais vous parler de 3 personnes entre 81 et 82. Il y aura 3 personnes très très importantes qui seront aux États-Unis et ils vont aller à New York pour des raisons différentes. Ces 3 artistes qui seront très importantes pour la culture hip-hop. Je vais commencer par le premier, il s'agit de Toshio Nakanishi. Toshio Nakanishi, c'est un artiste pop-rock, city-pop, qui n'est absolument pas dans le hip-hop et qui va aller à New York pour une session d'enregistrement. Et il va entendre du rap à la radio, un de ses producteurs, et il va se demander c'est quoi cette musique, je ne connais pas. Et son producteur va l'emmener au Pepperman Lounge, où il va rencontrer Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa, un personnage très important de la culture hip-hop. Ça, c'est en 1981. La deuxième personne, c'est Hiroshi Fujiwara, lui aussi qui est dans le rock et aussi un peu dans la mode. Lui va partir de Londres. Il va aller à Londres, il va rencontrer son ami Malcolm McLaren. Et avant de repartir au Japon, son ami lui dit non, viens avec moi, on va à New York. J'ai envie de te présenter Cool Lady Blue, qui organise des soirées Wheel of Steel. Et dans ces soirées, il fait venir énormément d'artistes du Bronx. Et il va l'accompagner à New York et lui aussi va rencontrer Afrika Bambaataa qui va lui faire découvrir le hip-hop, la culture hip-hop. Et le dernier, il s'agit de DJ Yutaka qui va aux États-Unis à partir de 1982. Lui, je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle il est parti aux États-Unis. Je sais juste que c'était un DJ de disco avant. Et lorsqu'il va aux États-Unis, il rencontre
aussi Afrika Bambaataa. Lui, il était à cheval entre New York et Los Angeles. Il n'est pas resté qu'à New York, il a fait vraiment les deux villes. Et il rencontre aussi Afrika Bambaataa. Et le lien entre ces trois artistes, c'est vraiment Afrika Bambaataa qui va leur transmettre l'énergie et la culture hip-hop. Et DJ Yutaka deviendra le seul japonais à intégrer la Zulu Nation. La Zulu Nation qui est une entité hip-hop, si je me trompe, axée sur le hip-hop en fait. Donc ces artistes vont revenir au Japon et ils vont commencer à créer leur groupe de rap. Donc Hiroshi Fujiwara, Toshio Nakanishi et DJ Yutaka. Donc j'ai mis en haut, vous avez le nom des artistes et en bas leurs véritables noms. Et ceux qui sont surlignés, qui sont soulignés, sont ceux qui étaient à New York. Donc Toshio Nakanishi qui va créer son groupe. On a Ito Saiko, très important aussi dans la culture hip-hop japonaise. Ilamago, un groupe de rap. Tiny Punks de Hiroshi Fujiwara qui est à New York. Et President BPM. Donc ces artistes, ils vont produire les premiers albums de hip-hop japonais à partir de 1984. Vous voyez, c'est encore un peu archaïque, mais ils ont tellement d'énergie qu'ils sont convaincus par le rap qu'ils proposent. Et ensemble, tous ces artistes vont se réunir et vont créer le label Major Force, qui est le premier label dédié au hip-hop, à l'initiative principalement de Toshio Nakanishi et de Hiroshi Fujiwara. Les artistes que je vous ai mis juste en dessous sont ceux qui ont participé aussi, qui ont collaboré. Et c'était vraiment les artistes de leur entourage et ils vont lancer vraiment ce label à partir de 1988. Et ensuite, il y a plein d'albums qui vont sortir en 88, 89, 90, comme le The Orchid, qui est le premier album de rap féminin japonais. Et ils vont produire une cinquantaine d'artistes, en fait. Et durant cette période, c'est vrai que, là, je vous ai présenté, vous avez un peu écouté, vous avez senti que c'était un peu archaïque au départ. Et les artistes de la première génération, ils avaient beaucoup de difficultés au niveau du rap. D'abord, ils devaient surmonter plusieurs obstacles, en fait. D'abord, le premier, c'était le scepticisme des maisons de disques. Parce que tous les artistes japonais, motivés par le rap, n'ont pas pu convaincre les maisons de disques, en fait. Parce que la rentabilité des albums, les maisons de disques voulaient une rentabilité des albums. Il n'y avait pas beaucoup d'auditeurs pour le rap. Et pour eux, très peu, comme je l'ai déjà répété, excusez-moi, et la langue japonaise, pour eux, la langue japonaise était déficiente pour produire du beat et des rimes, d'après les maisons de disques de l'époque. Et il y avait une autre raison qui n'était pas dite, c'était que pour eux, voir un japonais faire du rap, c'était bizarre. Et le deuxième grand obstacle, c'était la langue japonaise. Dans la langue japonaise, le verbe se place à la fin. Donc pour faire des rimes avec une construction de phrase pareille, c'est assez compliqué. En plus, les artistes devaient accentuer certaines syllabes pour donner une ponctuation rythmique nécessaire. Ça veut dire qu'au niveau du son, ils devaient changer de niveau de voix en fait, pour que l'auditeur ait l'impression que l'artiste suit le flow et suit le rythme en fait. Et aussi faire sonner la parole japonaise comme la langue anglaise. En fait, ils rappent typiquement comme les Américains, mais sauf que c'est en anglais, en fait. Et bien entendu, il faut bien que l'artiste synchronise la parole au tempo du rap qui se situe entre 60 et 100 BPM. Tout ça en même temps, etc. Ça, c'était vraiment compliqué. Et à partir de 1989, il y aura deux groupes d'artistes et un autre rappeur qui vont appliquer ces règles à la perfection. Le premier, c'est ECD. Le deuxième groupe, c'est Stjaralapar. Et le troisième groupe, c'est Crush Pose. C'est très important de retenir ces artistes parce que c'est eux qui vont donner la direction artistique du rap japonais durant les années 90. Je vais commencer par le premier, ECD. ECD, il est décédé en 2018 à cause d'un cancer. Et durant sa carrière, c'était un artiste véritablement engagé. Depuis son premier titre, Pikokuri, sorti en 89, il dénonçait déjà des faits d'actualité, par exemple dans ce titre, les retombées radioactives de Tchernobyl. Il a fait un autre titre, Leisisto, qui dénonçait toutes les formes de racisme dans le monde, y compris au Japon. Mais il est surtout connu pour être à l'initiative du Sampinkan. Le deuxième groupe de rap, il s'agit de Stjaralapar, c'est
2 rappeurs et un DJ. Eux, c'est complètement l'inverse. Eux, ils sont beaucoup plus décontractés que ECD. La vie est belle, tout le monde se sent bien. Donc, eux, ils sont souvent comparés à Beastie Boys. Eux, ils sont complètement à l'opposé d'ECD. Ils vont rejoindre Major Force en 1989 et se feront connaître avec le single Boogie Back. Et ils vont organiser un autre festival à la suite du Samping Camp, le Dai LB Matsuri en 89. Et eux aussi vont améliorer beaucoup les techniques de rap avec leurs 2 albums, Opération Stjadarapar et Tory Nonsense. Le dernier groupe, il s'agit de Crush Posey. Donc DJ Crush, Muro et DJ Go. Ces 2 DJ et un rappeur, ils ont eu un énorme soutien de toute la scène hip-hop des années 80 et des années 90, mais par un manque flagrant du soutien des labels, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, excuse-moi. Ils vont se séparer. Ils vont sortir 4 singles, et il y a un single qui va vraiment influencer toute la deuxième génération de rappeurs japonais. Je vais d'abord vous faire écouter leurs singles. Ce sont des lives qui ont été filmés en 92 et en 91. À partir de 94, donc vous avez un groupe emmené par ECD et Crush Pose et un autre groupe emmené par Stjadarapar. Parce qu'ils ont une vision totalement différente, une orientation différente de leur musique en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en titre rap alternatif vers rap underground, parce que c'était un sujet très très populaire au Japon en 1994. Pourquoi? Parce que ECD et Crush Pose, comme je vous l'ai dit, vont influencer tous les artistes des années 90 que je vous ai encadrés en jaune, qui seront très populaires même encore aujourd'hui. Et il va se passer une chose, je vais vous expliquer en fait. Je vais vous rappeler que les labels refusaient les artistes parce qu'ils avaient plusieurs raisons, mais ils avaient une idée derrière la tête. Parce qu'en 1994, il y a un groupe qui va apparaître, East End plus Yuri. East End, c'est d'abord un groupe de rap, et Yuri, c'est une idole de Tokyo Performance Doll qui a rejoint le groupe pour ajouter un peu une tendance pop, musique et du rap enjoué. Et ils vont sortir un single qui s'appelle Dayone, qui va extrêmement bien marcher. Le single va être vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans tout le Japon, et il va avoir un énorme soutien des maisons de disques qui ont vu la rentabilité, et ils vont vraiment beaucoup soutenir ce groupe. Il y a aussi le titre de Stjadarapar et Kenji Ozawa. Kenji Ozawa, c'est un artiste pop, city pop, qui va faire un son avec Stjadarapar, beaucoup plus mélodique, couplé avec du hip-hop. Et le single Boogie Back, qui va aussi recevoir un énorme soutien des maisons de disques et qui sera vendu à 800 000 exemplaires. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les artistes underground emmenés par ECD, Crush Pose, ne vont pas du tout apprécier cette tendance, parce que c'est du rap gay, enjoué, et qui ne parle pas des réalités japonaises. Là, vous avez vu, il parle de pizza, je crois, et Yuri parle de son petit ami dans la chanson, et c'est pas le rap qu'ils veulent présenter. Donc, ECD, avec une trentaine d'artistes, ils vont organiser le Samping Camp le 7 juillet 1996 au Ibiya Concert Hall de Tokyo, où ça sera une trentaine de rappeurs underground invités, 5000 personnes qui seront présentes. Underground vont énormément... Excuse-moi Roger, oui. On vient de voir bien Utamaru, oui. On va inviter donc le 3 avril oui. Pour rencontrer le public français. Oui, oui, exactement. Vous avez vu un rappeur qui avait... Ouais. Donc, ces rappeurs underground vont énormément s'en prendre aux maisons de disques qui les avaient refoulés au début des années 90 et en clashant, entre guillemets, d'autres partenaires musicaux qui ne voulaient pas les soutenir. Et c'est eux qui vont avoir raison, parce que XN plus Yuri et la combinaison Kenji, Stjadarapar et Kenji Ozawa, ils ont tenté d'autres sons qui n'ont pas marché. Et quand on parle de culture hip-hop japonaise, et de l'histoire, c'est toujours le Samping Camp qui est l'élément déclencheur de l'expansion du hip-hop dans tout le Japon. Parce qu'à partir de 1994, tout va s'accélérer. Donc, on a des maisons de disques maintenant qui commencent à se concentrer sur le rap.
on a la création d'un autre label, d'un énorme label Future Shock, qui sera spécialisé comme le Major Force, spécialisé dans le hip-hop. L'ouverture du Club Harlem, c'est une discothèque très 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 populaire, mondialement connue. Donc j'arrive à la partie où le rap commence à s'étendre sur tout l'archipel japonais. Ça sera grâce à une dame qui s'appelle Riko Sakurai. Riko Sakurai, c'est une journaliste qui est diplômée de l'université chrétienne de Mikata à Tokyo. Elle sera membre de Galaxy, c'est un cercle musical de soul basé à l'université de Waseda. Et c'est là qu'elle va rencontrer les membres de Ramster. Et elle va tisser son réseau, et puisque beaucoup d'artistes du hip-hop japonais viennent de cette université, et elle sera la directrice de la tournée de la Soul, Run DMC et Tribe Called Quest. Parce que tous les artistes américains qui vont aller faire leur tournée au Japon, ça sera elle, la représentatrice, parce qu'elle parlait parfaitement anglais. Et à partir entre 1997 et 2004, elle aura 2 émissions phares. Une émission d'abord de MTV. Je vous ai mis les logos de 2 sociétés de radio-télécommunications japonaises, Asahi Broadcasting, qui vont aller acheter la licence à Viacom Company, qui possède le nom MTV, pour pouvoir diffuser sur MTV Jam au Japon. Et ça sera elle qui sera la journaliste principale. Elle va interviewer, aller voir les artistes directement dans les studios, en club, en nightclub, partout. Et elle va vraiment tisser un réseau très très important et diffuser ses émissions dans tout le Japon. Et en même temps, elle avait une autre émission sur la radio G-Wave, Hip Hop Journée da Cypher, avec Muro. Muro qui était de Crush Pouce, qui est devenu DJ, qui s'est concentré sur le DJ qui a laissé le rap. Et grâce à elle, durant 5 ans, le rap japonais va vraiment s'implanter durant les années 2000. Il y a un autre élément, c'est le B-Boy Park. Le B-Boy Park est le premier festival de hip-hop japonais où ils vont faire des championnats de danse, de rap et de DJing. Ce festival a duré pendant 20 ans et se déroulait dans le parc du Yogi à Tokyo, dont le fondateur est Crazy A. Crazy A, je ne vous ai pas parlé de lui, mais il était présent lors de la tournée de Wild Style au parc Yoyogi. Et quand il a vu les performances de Wild Style, il s'est dit, plus tard, je vais créer mon festival et présenter ce que j'ai vu en direct avec les acteurs de Wild Style. Donc, Crazy A qui sera le président, DJ Yutaka qui sera aussi un président, et Zebra aussi. Donc, ils vont faire des conférences, des concerts, mais surtout le B-Boy Dance, le MC Rap Battle et le DJ Battle qui seront vraiment des performances très attendues. Et là, à côté, je vous ai mis les gagnants. Les gagnants de plusieurs artistes qui ont gagné entre 1997 et 2017. Mais surtout, je voulais vous parler de Komachi, qui sera là pour la conférence sur les femmes japonaises, puisque c'est la première femme à être arrivée en finale. Elle a explosé tous les rappeurs japonais qui avaient en face d'elle. Et les organisateurs ne pensaient pas qu'une femme pouvait arriver en finale. Et ils avaient organisé la finale sur un dojo de sumo. Et au Japon, il est strictement interdit pour une femme de monter sur un dojo de sumo. Donc ça l'a un peu perturbé. Ils ont failli annuler et elle a perdu face à Shinpeita. Donc elle aura l'occasion de nous raconter cet épisode. Et à partir des années 2000, on commence à voir des scènes hip-hop qui commencent à se créer dans plusieurs villes. Sendai, Hokkaido, Tokyo, Osaka. Et chaque scène aura sa particularité. Chacun aura son empreinte musicale. Et par exemple, Yokohama, c'est les spécialistes de la G-Funk. Les rappeurs de Tokyo, Osaka, Nagoya, des grands centres urbains, ils sont plutôt influencés par le rap new-yorkais. Brooklyn, Queensbridge et autres rappeurs, aussi un peu de Miami, mais ils gardent un rap très très old school en fait. Et j'ai mis ce schéma parce que là je vous ai parlé un peu de l'expansion du hip-hop sur l'archipel, maintenant dans le monde. Parce que moi je me rappelle dans les années 2000, il était très très difficile d'avoir des sons de hip-hop japonais, surtout au début des années 2000. Et quand les technologies ADSL sont arrivées en France, je pense que partout aussi dans le monde vers 99, on a commencé à avoir des outils tels que MySpace, Facebook, et un peu plus tard SoundCloud et des sites, des forums dédiés, où les artistes uploadaient leur musique.
uploadaient leur musique, créaient leur profil sur MySpace et aussi mettaient leurs clips vidéo sur YouTube. Et c'est à partir de là que le monde a commencé à découvrir le hip-hop japonais. Et aussi le téléchargement illégal, où sur des sites dédiés, des personnes se partageaient des CD qu'ils avaient téléchargés à gauche à droite sur des sites de téléchargement illégaux. Et en 2013, donc moi quand je décide de voyager au Japon, en revenant, je crée le média Real Japanese Hip Hop. Là, je vais un peu faire un grand bond pour aller directement à 2012 parce que je vous ai parlé du B-Boy Park MC Battle qui va aussi fortement, qui va lancer un mouvement parce qu'au Japon, ils ont actuellement énormément de championnats de rap. Ceux que je vous ai mis en bleu sont les championnats régionaux. Par exemple, le Spotlight, c'est Osaka et le KMB Kokura MC Battle, c'est celui de Fukuoka, de la région de Kyushu en fait. Et ceux qui sont en jaune sont les championnats nationaux. Et c'est très important parce que tous les artistes de la fin des années 2000, début 2010, sont obligés de passer dans ces championnats pour se faire connaître. Ils auront une grande influence sur les artistes de la troisième génération et de la quatrième. Et des superstars que la plupart d'entre vous connaissent et qui sont connus mondialement, Bad Hop, Sean Mina, Cybery, Yellow Bucks, sont passés par ces championnats de battle. À partir des années 2000, je vous ai mis par année les influences au niveau des styles de rap qui apparaissent au Japon. Donc 90, c'était clairement du boom bap et du rap conscient, un peu politisé. À partir des années 2000, on a l'entrée de la G-Funk, du jazz. 2010, on a la trap, le crunk et la drill qui commencent à être populaires au Japon. Et là, on le vit en ce moment, on a tous les types de musique, des types de rap qui sont actuellement au Japon, plus l'afrobeat qui commence à prendre de l'ampleur au Japon. Et tous les artistes que j'ai mis sur ces photos sont des artistes qui commencent à épouser ces tendances. Et au fil des années 2010, 2020, le rap japonais ne cesse d'évoluer et d'épouser ce qui se passe à l'international. Et ces artistes vont appliquer les mêmes codes que les artistes internationaux. C'est pour ça qu'il y a énormément d'artistes qui commencent à se faire connaître. JPWI, Ewish, Bad Hop, maintenant ils se sont séparés, Bombero, Candy Town, Namedaruma, parce qu'ils ont appliqué les codes qu'ils ont vus à l'étranger et en appliquant les mêmes styles de musique et les mêmes styles de rap et qui fonctionnent beaucoup en ce moment. Est-ce que ça veut dire que ça s'américanise ? Non. Ils gardent leurs racines japonaises. C'est vrai que certains artistes américanisent un peu, mais il y a toujours une base japonaise qui est très très présente. Donc, quand ils rappent exclusivement en japonais, mais quand vous voyez les clips, par exemple Raizen Okinawa, c'est clairement de sample hip-hop américain, mais dans le clip et dans la présentation, c'est typiquement japonais. Donc, je vous ai mis la dernière vidéo. Et vous allez pouvoir regarder, j'ai un peu mis toutes les tendances et les influences et les types de hip-hop, et vous allez sentir un peu les différentes influences. Donc c'est fini, tout ce que je peux dire en finale. Merci beaucoup, merci. J'ai une petite question, vous m'entendez ? J'ai une petite question, est-ce que c'est vrai que il y a eu plusieurs courants qui ont été remarqués dans l'histoire du rap et que les rappeurs, au début, c'était plutôt des étudiants de fac qui sont de familles plutôt aisées, oui. Et qu'après, il y a eu ce mouvement de la racaille de Kawasaki qui est arrivé et que depuis 2010, il y a aussi le courant des bilingues japonais qui ont fait leur pas aux États-Unis, qui sont revenus au Japon, oui. Et qui ont développé leur propre rap japonais, qui intéresse maintenant des rappeurs américains qui veulent faire des featuring avec des rappeurs japonais et pas coréens ou d'autres pays. En fait, tu as parfaitement résumé. C'est vrai qu'au début des années 90, c'était des universitaires pour la plupart qui étaient dans des universités assez aisées et qui aimaient particulièrement le hip-hop. Et
À partir des années 2000, c'est vrai qu'on a commencé à avoir des groupes comme Scars qui viennent de Kawasaki. C'est vraiment des racailles, entre guillemets, japonaises, hein, pas et d'autres artistes du collectif de Shida. Vraiment, Kawasaki aussi, le groupe. D'ailleurs, dans les clips, on voit les usines de Kawasaki. Voilà, exactement. Et eux qui faisaient vraiment du rap, on va dire, à racaille, et qui disaient, oui, nous sommes des gangsters, nous sommes des voyous, mais en gardant le hip-hop très présent dans leur musique. Et ensuite, vers la fin plutôt, entre 2007, 2008, 2009, on a une génération d'artistes qui sont partis à New York pour voir les rappeurs américains sur place. Ishwan, Kojo sont vraiment ces deux artistes qui ont initié ce mouvement. Et Witch aussi. Et Witch qui était à Atlanta, qui est resté pendant 3-4 ans à Atlanta, et qui a vu la culture noire américaine à Atlanta, le hip-hop et tous les styles d'autres musiques, et qui est revenu ensuite au Japon pour sortir des albums, avec cette énergie qu'elle avait captée aux États-Unis, en fait, et le reproduit en japonais. Ça, c'est très important, pas de copier ce que font intégralement les Américains, mais vraiment de l'adapter au Japon, en fait. Et les artistes qui réussissent à le faire sont ceux qui réussissent, en fait. Et quand un artiste fait et copie vraiment trop les États-Unis, il ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Il y a aussi la présence des bases américaines qui ont, dans un sens, contribué. Oui, parce que c'est vrai, parce que quand j'ai interviewé pas mal de DJ de Osaka, de Tokyo, ils me disent que quand ils étaient petits, ils avaient des amis qui étaient américains et qui les permettaient d'entrer dans des bases américaines. Et dans ces bases américaines, c'est un petit bout d'Amérique, en fait. Il y a tout à l'intérieur. Des supermarchés, des nightclubs, des maisons, des boutiques de musique. Et c'est là qu'ils achetaient des albums de rap américain des années 90, des années 2000, que leurs amis, ah tiens, voici un album, tu peux écouter. C'est comme ça qu'ils ont découvert, pour la plupart, le hip-hop japonais, surtout les DJ. Dans une chanson de Hey Witch, elle dit ce monde à part que je voyais à travers la grille et que j'avais vraiment envie de découvrir. Elle parle des bases américaines où les enfants étaient interdits d'entrer, mais qui attiré par sa culture. Exactement, parce que c'est vrai, oui, je suis originaire d'Okinawa, et à Okinawa, il y a une énorme base du corps des Marines, et c'est vrai que c'est vraiment en plein milieu de l'île de Naha, et les maisons japonaises sont tout autour, et ils font décoller des hélicoptères, des avions pour faire les opérations militaires, et beaucoup d'artistes m'ont expliqué que pour eux, c'est strictement interdit de franchir les grilles, mais si tu as un ami qui travaille dans une base dont l'enfant est le fils d'un officier, il peut t'emmener, entrer, tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est par la musique que la découverte s'est faite, en fait. Donc ça ne fait pas que des dégâts, le fait d'avoir des bases américaines. Sonic M, j'aimerais échanger un petit peu avec toi. Est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec Roger? Il paraît que tu as organisé des soirées régulières de hip-hop d'Asie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On s'est rencontrés, c'est quoi? C'est 2018, 17, 18 18, ouais. Non, 17. Ouais, 17, ouais. 17. Tu sais. Et j'organisais en fait à Paris des soirées qui s'appelaient Urban Kawi, ça s'invente pas. Dans lesquels je jouais du hip-hop d'Asie parce que en tant que DJ, producteur de musique, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, j'ai ma société là-bas, etc. Je travaille avec pas mal d'artistes là-bas et ce que j'aime aussi dans le hip-hop, c'est aller découvrir les autres cultures qui font du hip-hop. Et bon, je suis génération 80, comme plein de gens ici, je crois. Donc le Japon, c'est une destination que j'ai toujours appréciée. Et je me suis toujours dit, tiens, je vais jouer du son de là-bas. Donc j'ai commencé à faire ces soirées-là. Et c'est comme ça que Roger m'a contacté et que la connexion s'est faite avec Real Japanese Hip Hop et que maintenant on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a une différence selon les pays asiatiques? Oui, en fait, du rap et du hip-hop. Une différence, oui, parce que de toute façon, il y a une différence d'histoire et de comment le hip-hop est arrivé et la sonorité. De la langue, mais oui, voilà, c'est beaucoup la sonorité de la langue aussi qui y fait. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de voir comment le japonais ou le coréen j'ai beaucoup d'amis vietnamiens, et comment le Viet sonne sur du hip-hop, et ça sonne bien aussi, et le japonais sonne super bien, et puis moi j'aimais beaucoup l'énergie, donc c'est vraiment un truc qui m'a accroché.
Et d'ailleurs, je me demande comment on peut apprécier le rap japonais sans comprendre le contenu du texte, parce que je pense qu'il y a deux sortes d'auditeurs, ceux qui veulent comprendre vraiment le texte qui est énoncé, et ceux qui arrivent à juste écouter la sonorité de la langue. Bah, moi, en fait, je dis souvent, c'est comme quand j'ai découvert le rap américain dans les années 90, je comprenais rien à ce qu'il disait. Mais par contre, le flow, l'énergie me faisait kiffer. Et c'est la même chose avec le rap japonais. C'est-à-dire que, en fait, notamment en tant que producteur, quand je travaille avec des artistes japonais, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils vont être capables de performer et de faire sonner leur langue, en fait. Parce que je travaille par exemple aussi avec des Brésiliens, et c'est le même travail, c'est voir comment en ce moment les Brésiliens sont pas mal intéressés par la drill et par le... C'est quoi la drill? La drill, c'est un style de musique qui se rapproche de la trap, mais avec, je dirais, pour être un peu technique, le charlet, c'est le charlet du reggae, en fait. Donc il est un peu syncopé, il est un peu différent que la trap qui est un peu plus droite, qui sonne plus... basique. Et en fait, ils essayent de faire sonner leur son drill comme les Anglais, ou plutôt que même d'ailleurs que les Anglais, que les Américains. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler avec des artistes qui justement ne parlent pas ta langue, parce qu'en plus, quand je suis en studio avec Ishwan, avec Komachi, avec tous les artistes japonais avec lesquels on travaille, et en fait, même si moi je parle pas japonais, en fait on parle musique. Donc en fait c'est la musique qui parle, c'est que le son. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Est-ce que tu peux nous faire écouter des morceaux dont tu trouves que le flow est intéressant? J'ai un morceau qui est pas mal du tout, qu'on a fait à Tokyo. Ah oui, c'est vrai. Switch. Est-ce que c'est moi? Alors? Tu peux lancer. Tu penses? Tu peux lancer. Ouais, c'est ça. Ok. Alors attends. Le morceau s'appelle Samurai. Il a été fait avec un rappeur qui s'appelle Ryudo de Tokyo. C'est un rappeur que Ishwan nous a présenté quand on est allé dans son studio en 2019. Oui, en 2019. 2019. Et moi, je vous fais écouter. Je vais écouter le premier couplet comme ça. Yeah, it's your boy Sonny Kim. Yeah. 先だってヤンカンが始まりまったなしのワンバースただ単に待ちまったこの味わって感覚俺たちなら声出したらそれが力なんだスキルだけと朽ちるだけの苦肉なヘッドフォックアップルック抗ってるわけではないんだ戦ってるだけではファイトならやってく定まってるその目的に向けてファイヤーそうきっかけなら散らばってるのにみんな待ってるだけで苛立ってんだやってるやつなら勝ってるやつなら勝って食らって歌ってくそインディオはメジャースピーディオはレイバックそうどっちだっていいと決まってフィーデルからウェポンプラスにするポップマインステージが俺の居場所だマイクを使ってチャンプライよりも確かなライブでバックラスそうスペルなブレなくれねDonc vous avez vu? C'est incroyable. Hein. Oui. C'est en japonais, vous pouvez l'applaudir. Hein. J'ai pas réussi à tout comprendre. À comprendre tout ce qu'il disait. Si c'était du japonais ou pas. Ouais, c'était du japonais. Ouais. C'est presque instrumental. Ouais. Et en fait, la langue. Et pour l'histoire, Ryudo, il est incroyable parce qu'en fait, on était à Tokyo. Je crois qu'on était dans le studio d'Ishwan. Il était 1h du matin. Et Ishwan l'appelle et lui dit ouais, il y a des Français, il y a un DJ producteur. Viens faire du son. Et lui, il travaille à l'usine dans une usine de charcuterie, donc dans le froid à moins 10. Ouais. Il est arrivé avec son truc. Le mec sort de l'usine, il était éclaté, et puis je lui mets l'instru et il nous sort ça et je dis ah ouais, et le mec était chaud. Et moi j'ai retrouvé cette énergie 100% hip-hop de quand moi j'ai commencé aussi à rapper, où à l'époque il n'y avait pas des studios comme aujourd'hui partout, et t'allais, je sais pas, à Mantes-la-Jaunie dans un studio perdu, et t'avais 20 minutes et il fallait que tu kicks un texte et que tu donnes le meilleur de toi-même parce que t'as que ce moment-là pour briller et pour montrer que toi tu rappes, tu vois. Et c'est pour ça que ce morceau m'a vraiment marqué, parce qu'il y a toute cette histoire derrière, donc voilà. Et j'ai un autre morceau d'ailleurs aussi que je t'avais fait écouter tout à l'heure, que je peux te faire découvrir. Un autre flow. Un autre flow. Alors c'est tout l'inverse. C'est un rappeur de Yokohama. Yokohama. Rani vient de Yokohama. Ça veut dire que c'est lent, c'est ouais. Voilà, t'as tout compris. Ça commence tout doucement, donc il y a une petite basse bien sympa. Et le rappeur s'appelle Andy Lit. Yeah, it's your boy Sonny Kim. ここ快適あの世トライベビー望む君は俺を今夜の相手にまた焚いていきなよ Hey lady 平気決して悪くならない敵
Take shit on my level, smoke top on my level, carry you on my level, fuck you on my level. Take shit on my level, smoke top on my level, carry you on my level, fuck you on my level. パパのタパで前にファッタできなマスターなんか文句あっかかなり飛ぶ大量のコークそこじゃない俺のゴール俺が通るわけだモールここじゃチキンはコールモニーから飛び恋なのはもういいあくまで俺らの遊び方上品料理の質と上がってく料金一度知れば抜け出せないぞここ快適あの世ドライベビー Voilà, ah, vous écouterez la suite après. Hein. C'était qui Ah, Angelit. Angelit, ouais, Angelit. Vraiment. Il était venu en 2019. Ouais, il était venu avec Ishwan. Quand on a fait venir Ishwan en 2019 à Paris, il était venu avec lui. Et Ishwan, il a une constellation autour de Oui, lui. oui, il a une aura. Il a une belle aura et puis c'est un vrai bosseur. Il arrive à fédérer d'autres artistes. Ouais. T'as une voix de femme? Oui, j'ai fait un morceau. Alors, ce morceau aussi, pareil, super intéressant, avec une rappeuse qui s'appelle Lipstorm, parce qu'en fait, on avait fait des morceaux plutôt rap, etc. Et je lui faisais écouter des instrus que j'avais fait, des instrus plutôt afro. Et elle m'a dit j'adore. Et je dis bah viens, on essaye de faire un morceau. Donc j'ai contacté un artiste du Kenya qui a posé ses voix dessus et elle aussi, et ça donne ce morceau-là qui s'appelle Lipstorm est originaire de Hiroshima. Hiroshima, oui. Et elle a rejoint un groupe de rap féminin qui s'appelle Stick Chicks, qui a été monté par Ishwan. Oui. Encore une fois. Encore une fois. Ishwan un peu partout. Merci. Merci Sonic M. Et ce morceau-là, on le joue en soirée et les gens ils dansent. Et après ils viennent me voir, mais elle chantait en quoi? Je dis bah c'était du japonais. Voilà, comme quoi. Mais comment tu composes ta musique? À quoi tu fais attention quand tu collabores avec des artistes japonais? Bah en fait, la première chose c'est la voix. Donc en fait, je demande souvent aux artistes de m'envoyer, s'ils n'ont pas beaucoup de sons en ligne, parce que parfois ça arrive, de m'envoyer plein de morceaux d'eux pour que j'entende la manière dont ils posent, leur tonalité, etc. pour pouvoir être capable de composer plus ou moins autour et être capable aussi de leur proposer quelque chose et parfois de les sortir de leur zone de confort. Parce qu'un artiste, chanteur comme rappeur, ils aiment bien rester à un endroit parce qu'ils savent que ici ça marche, donc moi je vais être là. Mais moi, vu que je suis chanteur, rappeur et compositeur, j'arrive à imaginer où l'artiste il pourrait aller aussi. Et donc j'écoute sa voix et après je compose plein d'instrus en pensant à l'artiste et après je lui envoie. On dit écoute et en fonction l'artiste il saute sur l'instru qui lui plaît quoi. Donc voilà. Vous faites donc des allers-retours à distance. Ouais, c'est pas difficile de travailler non, comme ça? plus aujourd'hui. Au début, oui. Au début, c'est vrai, il fallait prendre en compte le décalage horaire. Oui, alors le décalage horaire, c'est compliqué. Et après, avec l'habitude, non. Après, tu dors plus la nuit. Voilà. Après, moi, j'ai d'abord commencé à partir de 2013. Ouais. Et après, en 2017, j'ai rencontré Sonic M. On a prévu un voyage en 2018. Et après, depuis 2018, on est tout le temps au Japon, au moins une fois dans l'année, pour rencontrer les artistes. Ouais. Et pour travailler, pour faire du son, faire des soirées. Est-ce que vous avez un exemple de collaboration, d'autres exemples de collaboration? J'ai une vidéo qu'on a tournée à Paris avec Lipstorm d'ailleurs. Et la vidéo a été tournée par un ami à moi qui est réalisateur brésilien, qui était venu avec nous à Tokyo lors de notre dernier voyage. Oui. Et le morceau s'appelle Never Stop. On l'a tourné dans le coin en plus. Donc, je vous le mets. Yo, Lipstorm in Paris, I go win-win. Yeah, it's your boy Sonic M, Sonic M. I'm in the zone, 今すぐに始めよう動かぬ証拠と足跡
Life is short, high 後に危機感じろ決めたらどこど転んだ後どこどよく限れ bitch go broke ほら全部出しのも言うと思った予想通りになんなら思わないからほっといてそら I'm sorry いつも通り Stay focused on it 日々精進 Stay growing I'm golden 光らす bitch I'm going in これだからやめらないの調子良くても変えない態度ラップしかないけどありがとう才能 Ain't nothing to fuck with my team We go viral Lips time you already know 今パリに来てる見るもの全てが art Sonic Camp to say suck 企てるでかいこと巻き込む世界ごと Shout out to real Japanese hip hop Peace and love Merci. Merci. Donc, si j'ai bien compris, vous invitez, Oui. donc vous prenez en charge Oui. le voyage des rappeurs japonais et vous travaillez ensemble, Oui. vous montez des clips, vous faites... On produit de la musique. En fait, au début, pour vraiment raconter, quand je suis allé au Japon la première fois, les artistes m'ont demandé, Roger, on veut venir à Paris. J'ai dit non, j'ai encore rien, j'ai pas de structure, j'ai pas de DJ, j'ai personne. Et quand j'ai rencontré Sonic Camp, c'est là que je lui ai proposé de faire ça. Et moi, j'ai lancé Atango Management pour recevoir les artistes correctement avec une structure. Pour que En fait, ils viennent. les artistes japonais avec lesquels on travaille, ils sont managés par Roger. Et ils les aident à développer leur carrière en France et dans le reste du monde. Bon, déjà, on commence par la France et l'Europe, mais comme on a des contacts, parce que ce qu'on fait avec eux, moi, j'ai des amis, un cousin à moi qui est à Bordeaux, et on le faisait beaucoup avec les artistes américains. On avait fait venir Chris Brown à l'époque, ou Tyga quand il n'était pas connu. Ses premières dates en France, on l'avait fait venir et tout. Et j'avais vu que c'était quelque chose qui était hyper intéressant pour les artistes. Et quand lui m'a dit que les artistes japonais, c'est quelque chose qui l'intéressait, je dis, bah, c'est quoi ? On va leur proposer de mettre en place ce qu'on appelle, nous, des promo tours. Tu viens, on te fait découvrir Paris, la France, on te fait rencontrer d'autres artistes, tu travailles avec moi, avec Roger, et on essaye de développer des choses ensemble. Et ça fonctionne vraiment bien, donc les artistes adorent ça, je crois. Non, Sonic Camp, il gère vraiment la partie musique. Moi, je couvre un peu les artistes. Ouais, c'est leur maman Roger. Parce que Enfin, c'est la maman un peu stock. du matin au soir. Exactement, il ne faut pas les lâcher. Parce que quand ils viennent à Paris, ils sont surexcités. Et si vous les laissez, ils vont aller partout à des heures pas possibles. On a retrouvé des artistes, on a fait retrouver des artistes dans la scène. Ah, donc vous les mettez au lit. Exactement. Ah oui. Obligé. Obligé. Maintenant, d'ailleurs, on les fait dormir à Cergy avec nous. On les met plus à Paris. Non, oui, exactement. Parce que comme ça, on peut les contrôler. Et... Ouais. Ah non, mais Cergy, c'est beau, hein, pour ceux qui connaissent. C'est très beau. Très beau. Et qu'est-ce qui ramène de leur séjour parisien au Japon? Qu'est-ce qu'ils gardent comme souvenir? Bah, déjà, il y a la musique. La musique, et puis après, en fait, moi je dis que c'est une rencontre humaine aussi. On fait pas venir des artistes qu'on n'aime pas, musicalement, artistiquement, et avec lequel on n'a pas de feeling en fait. Donc déjà, ça élimine tous les gens avec qui on n'aurait pas envie de bosser, parce que même si la musique c'est notre vie, on le fait vraiment avec l'amour du truc en fait. Et si, comme je dis, si un artiste, ça accroche pas, on le fait pas. Et quand ils viennent en France, comme nous quand on est au Japon, c'est hyper intéressant parce que eux ils découvrent une autre culture, on les emmène au resto, on les emmène au musée, on visite, et puis après on va en studio, ce qui fait que ça influence. Si vous écoutez les textes, parce que souvent ils m'écrivent les traductions, ça parle de l'art, de Paris, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Et moi c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que ça parle d'autre chose en fait. C'est aussi pour ça que j'aime bien travailler avec des artistes d'ailleurs, et notamment beaucoup avec les artistes japonais, parce qu'ils sont capables, ils ont pas peur d'écrire sur d'autres sujets que des sujets redondants qu'on peut avoir parfois dans le hip-hop. Voilà. D'accord. Et c'est aussi la différence qui enrichit la culture. Oui. Est-ce qu'on peut voir une des dernières collaborations? C'est avec Ishwan justement, parce qu'on en a beaucoup parlé. Ishwan, c'est le japonais qui est parti à
À New York, à l'âge de ouais. 18 ans, quelque chose comme ça, qui a vécu à Harlem. Oui. Et donc là, c'est un morceau qu'on a fait. Le morceau s'appelle Montmartre, parce qu'on l'avait amené à Montmartre lors du précédent voyage, il avait adoré. Et donc, je lui ai fait une prod. Je vous fais écouter, vous allez comprendre. Ambiance française. Yeah, it's your boy Sonny Cam. You never thought I'd hip-hop just take me this far. I used to build a little one, now I'm taking a charge. Now I'm in the France with my man and I'm baking it hard. We raise the bar hard, we're like a new state of art. They're like I'm prophecy, I told you my music is overseas. Sometimes the pain and fucking pressure makes me groove lean, but I don't need no little box to rock to be a super me. I cut and chopping the music crack like they all butchers beat. Shout out my team, never stop dreaming, never leave. They kept the plan for years and never looking for reason just to do it or speak it. Everybody trying to fight for their life and trying to make it an eve. Now we've been running in the Paris, trying to finish where we started. A stormy night, floating tight, these my cold pirate. You know the sound of a truth, so meant to break silence. It hit you hard enough, beats over when you land. The world is dead or just away from me. The sense of smell of bread or like bakery. For the light of matrix trying to escape from me. I find the love and struggle from the making me. You know the world is dead or just away from me. A good girl gone bad, she's favorite. This word of mad, never saving it. So never fall on no room, cause I'm a breaking it. You know the world is dead or just away from me. The sense of smell of bread or like bakery. For the light of matrix trying to escape from me. I find the love and struggle from the making me. You know the world is dead or just away from me. A good girl gone bad, she's favorite. This word of mad, never saving it. So never fall on no room, cause I'm a breaking it. Yeah. Merci. Merci pour la promotion de la maison. Oui, c'est vrai qu'on a fait la promotion de la maison du Japon, mais en même temps, je veux dire... Et je me rappelle, c'était vraiment super sympa d'accueillir Ishwan. C'était au plein montage du spectacle Portrait de famille. Exactement. Oui. Une pièce de danse. Et il est revenu pour voir la pièce. Ouais. Et je voudrais dire un petit mot. La vidéo, elle a été réalisée par Gédéon Lucien, qui est un réalisateur avec qui je travaille, qui est dans la salle. Donc vous pouvez l'applaudir aussi, je sais pas où il est. Gédéon. Il y a ses contacts en bas de la vidéo, si vous avez besoin de vidéo, tu connais. Donc voilà, voilà la dernière petite vidéo qu'on a faite avec Ishwan, qui est vraiment, pour moi, quand on l'a présenté à Tokyo, on avait fait une soirée, et puis on avait fait aussi un rendez-vous en studio où on avait présenté la vidéo. Et ça a vraiment marqué les artistes. Les deux choses qui ont marqué les artistes, bien sûr, c'est toujours Paris, parce que je pense que les Japonais aiment autant Paris que nous, on aime Tokyo et le Japon, en fait. Il y a une sorte d'amour réciproque, j'ai l'impression. Exactement. Et c'est super intéressant, parce que quand on a une conversation, on se kiffe les uns les autres. C'est beau, trop d'amour ce soir. Et donc, et en fait, et la deuxième chose, c'est que comme on a fait venir Ishwan ici, pour les artistes hip-hop japonais, les rappeurs notamment, beaucoup d'entre eux, ils pensent que par le Japon. Ils se disent, bah voilà, ma carrière, je la fais au Japon, parce qu'ils pensent pas qu'ils peuvent être écoutés en dehors du Japon. Ouais. Et déjà, quand ils rencontrent Roger, ils comprennent qu'il se passe autre chose, et ils hallucinent. Et avec cette vidéo-là, beaucoup d'entre eux, notamment, ont découvert la maison de la culture du Japon à Paris. Et comme ils sont rappeurs, donc ils sont pas dans l'art, ou ils sont pas dans la danse, ou dans les compagnies, donc ils savent pas que ce lieu existe. Et beaucoup d'entre eux ont un peu halluciné. Ils se sont dit, mais quoi, il y a un lieu culturel japonais à Paris. Et là, depuis 2 mois, depuis décembre qu'on est revenu de Tokyo, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un artiste qui nous dit, on veut venir. On veut venir. Voilà. Et donc je trouve ça intéressant parce qu'on se fait découvrir des choses et on échange en fait. Donc voilà. Ah, vous contribuez beaucoup sur on essaye, amour. on fait ce qu'on peut.
Quels sont vos projets futurs? Dans les projets, déjà cette année, on a déjà les 3 conférences. Non, mais il y a un projet papier aussi. Oui, il y a un projet papier. Je vais sortir mon livre cette année. Où, là, je vous ai fait une présentation vraiment rapide. Je ne suis pas entré dans les détails, sinon ça n'aurait pas pu tenir en 1 heure. Donc, dans mon livre, je vais vraiment mettre l'accent sur les interconnexions entre les personnes. Et vous allez aussi connaître mon histoire personnelle par rapport au hip-hop japonais. Moi, je la connais, mais vous, non. Et vous aurez vraiment toutes les histoires. On saura pourquoi tu as exactement. Dans les années 90. Et aussi, j'ai vraiment mis l'accent sur les années 80, les années 90. Et ensuite, je développe à partir de là. Parce que sans les années 80, les années 90, le hip-hop ne peut pas se développer au Japon. Donc il y a vraiment des acteurs et vous allez comprendre énormément de choses. Ouais. Donc je suis en train de le finir. Septembre, je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas, Instagram, les réseaux sociaux. Aussi de sortir le magazine. Il y a le magazine Real Japanese Hip Hop qui sort parce qu'on fait les 10 ans cette année. Et donc, on va fêter les 10 ans. On sera à Tokyo par contre, donc prenez le billet d'avion. Venez avec nous. Et d'autres artistes, plein d'artistes qui vont venir en France pour voir ce programme parce qu'ils savent maintenant que c'est possible. Avec Ishwan il y a Kikumaru qui va venir. Kikumaru qui était dans la liste des champions. C'est un rappeur de Candy Town, du groupe Candy Town. Et d'autres artistes qui nous sollicitent et qui veulent absolument venir aussi pour présenter leur musique. On est très heureux d'être un des premières occasions de faire jouer des rappeurs sur scène. Oui. Rappeuses, parce que là ça sera rappeuses qui vont venir le 21 juin. Donc, et les places sont déjà en ligne. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Komachi qui est très très heureuse de pouvoir venir enfin en France pour rencontrer ses fans français. Et une amitié que j'ai eue ce matin qui est actuellement au Ghana. Puisque son père est ghanéen. Elle est eurasienne. Oui, elle est métisse ghanéenne japonaise. Et elle va venir en elle est France artiste plasticienne et rappeuse. Voilà. Et elle est aussi très très contente de venir pour venir faire du rap à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Et ça aussi, ça l'a rendu assez enthousiaste en fait. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer aux questions-réponses. Oui. Et Sonikem, tu pourras peut-être nous refaire un mix à la fin de 5 minutes. Tant qu'il faut mettre du son, moi je suis là. Avec plaisir. Donc nous diffusons cette rencontre, cette conférence en ligne. Donc peut-être qu'il y a aussi des questions qui ont été envoyées sur notre chaîne YouTube. D'abord, je vais peut-être faire passer le micro dans le public. Si vous avez des questions, levez la main. Soyez pas timide. C'est une occasion rare de pouvoir poser des questions directement à nos 2 amis. Et moi aussi, je vais peut-être descendre dans le public. Ouais, et monsieur. Merci pour cette présentation qui est très intéressante et variée en fait, et dense même. Mais, tu peux lever la main, je vois pas où t'es. Je suis là. Ah ok. Je suis là. Okay. Enchanté. Et j'ai une question. En fait, moi je connaissais Nujabes. Qui est un producteur, et j'ai pas entendu parler de lui, donc c'est vrai. Vous placez dans tout ça. Oui, en fait, c'est vrai, j'ai survolé une grosse partie des années 2000. C'est vrai que Nujabes c'était un DJ vraiment très très important de la culture hip-hop. Il est décédé en 2004 à cause d'un accident de voiture, et il a fait du rap abstract, jazz. Il a un peu mélangé le jazz et le hip-hop. Il a fait de super compiles pour Samurai Champloo, je crois, oui. Et il est très très connu. C'est vrai que j'ai pas développé davantage sur lui. Il n'y a pas le temps. Oui. Ben vous vraiment prenez mon livre et vous allez voir vraiment j'ai vraiment bien développé cette partie-là en fait. Ouais. Donc désolé pour les fans de Nujabes. Il est très 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 important sur la scène hip-hop japonaise. Ah, une question. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation, pour la musique aussi Sonikem. Merci Roger, c'était vachement intéressant. Okay. Moi, le hip-hop japonais, j'ai découvert ça il y a 25 ans avec le premier album de DJ Crush. J'entends pas très bien.
Je disais que le hip-hop japonais, moi je suis entré dedans par hasard en découvrant l'album de DJ Crush Zen. Oui. Il y a 25 ans maintenant, je pense. Ouais, ça commence à faire longtemps. Et je rejoins le camarade là-bas. Je suis un peu, voilà, désolé. Hein. Ouais, je comprends. Moi, le hip-hop japonais, du coup, j'ai appris 1 milliard de choses. Oui. Je ne savais pas que Crush était un des architectes, par exemple, de ce mouvement là-bas. Et moi, ce que je connais, c'était surtout, je pense, la scène underground qui avait des connexions avec la scène ultra underground américaine. Oui. Donc, dont DJ Crush, qui bossait avec Black Thought, avec... Compagnie Flow, voilà. Il y avait aussi Grooveman Spot et Gaggle, je crois, le label Jazzy Sports. Oui, originaire de Sendai. Ah voilà, d'accord, ça je sais pas. Si. Oui, non, je l'ai fait. Non, les deux artistes sont originaires de Sendai. D'accord. Mais le label, c'est vrai, je me trompais, il est à Tokyo en fait. D'accord. Et je crois qu'ils faisaient partie du label Jazzy Sports, si je dis pas de bêtises. Ils sont toujours du label Jazzy Sports. Il existe toujours le Jazzy Sport. Comme quoi, je commence à me faire vieux. Et voilà, donc moi c'était plus ces gens-là, Grooveman Spot, Mix to the Beats, et puis aussi l'incontournable de mon point de vue, Nick Jabez, et moi j'avais toujours cette impression-là, parce que j'écoutais un peu de soul et de jazz aussi japonais, et à chaque fois quand je les écoutais, je trouvais qu'il y avait une couleur musicale très spécifique, qui leur était vraiment propre, et Nick Jabez c'est juste unique comme son. Et je me demandais du coup, est-ce que c'était vraiment, à quel point ils ont impacté, ils ont influencé le mouvement hip-hop au Japon, peut-être même au niveau mondial, je ne sais pas. Est-ce que ce sont vraiment des marginaux? Est-ce que c'est vraiment non, pas du tout. Pas du tout. Pas trop parlé, désolé pour la critique. Mais ou alors vraiment, est-ce que ce sont des gens qui ont vraiment une influence sur le mouvement hip-hop au Japon? Non. Durant parce que Gaggle, c'est un groupe des années 90. Hein. Gaggle, je rappelle, c'est deux DJ et un rappeur. C'est DJ Mix to the Beats et DJ Mur, plus le rappeur qui s'appelle Hunger. Et Grooveman Spot qui est un DJ. Ils sont tous originaires de la même ville, Sendai. Et leur style, c'est vraiment du jazz mélangé avec du hip-hop. Et c'est vrai qu'au fil des années, ils ont vraiment impacté le hip-hop japonais parce que je vous ai montré dans la carte que durant les années 2000, il y a plusieurs scènes qui vont éclore et pour se faire remarquer, ils vont adopter un style vraiment axé sur le jazz et le hip-hop. Ils vont travailler avec Pete Rock, Grap Leva, des rappeurs américains, parce qu'ils ont vraiment apprécié leur production au niveau de la musique en fait. Et ils sont toujours influents aujourd'hui. Si tu veux faire du jazz hip-hop, la référence c'est Jazzy Sport, Six Generation. C'est les enfants de Jazzy Sport qui ont créé un autre label dans la même influence. Et Nujabes, comme j'ai dit au monsieur avant vous, c'est vraiment unique. C'est l'un des... Actuellement, il n'y a pas un autre DJ tel que lui qui arrive à son niveau, parce qu'il a vraiment impacté vraiment les années 2000. Et c'est vrai qu'en France, les personnes qui ont découvert le hip-hop l'ont découvert par Nujabes et par Gaggle. Les puristes, c'était vraiment Gaggle. Après, il y a d'autres artistes qui étaient connus et aussi influents, mais ça ne m'étonne pas les questions. J'ai occulté Nujabes, j'en étais sûr, j'allais avoir des petites... Merci Roger. Il y a une autre question. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais aussi parler de Nujabes, mais je voulais juste vous dire qu'il y a un super documentaire qui sort demain, je crois. Oui. Voilà, sur lui, sur toute son histoire. Okay. Donc voilà, les gens qui veulent un peu plus s'intéresser à lui, je vous invite à regarder le documentaire. Merci pour l'info. Ouais. Ça passera sur quoi, le documentaire? En salle? Alors non, je pense que vous pouvez le retrouver en stream. Et c'est sur Sabukaru. Sur les médias? Oui. Merci. Merci. Bonsoir, merci Bonsoir. pour vos interventions et merci pour l'organisation de cette conférence. J'avais une question concernant les scènes de rap au Japon. En France, on a longtemps vu s'opposer, par exemple, la scène parisienne versus la scène marseillaise. Aux États-Unis, East Coast versus West Coast. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire au Japon? Est-ce que ça existe? Pas dans la même ampleur. C'est vrai qu'il y a eu des petites frictions entre rappeurs.
Il y a eu des petits sons, des petits clashs interposés, mais pas où c'est tout un groupe de rappeurs affiliés à une ville qui va s'affronter. Non, pas de... Non, Roger, j'ai entendu parler que dans les battles, on dit du mal de la ville de son adversaire. Oui, il y a un battle qui est organisé par Castle Records où tous les coups sont permis. C'est vrai que les battles que je vous ai présentés, il y a une certaine règle, il y a des règles où on ne clash pas la famille, les amis, mais il y a un battle qui est extrêmement violent. Je ne vous ai pas mis les vidéos, et j'aurais dû mettre les traductions. C'est organisé par Castle Records où tous les coups sont permis. Et là, vraiment, ils vont dans tous les extrêmes, dans les extrêmes, et c'est vrai que ça ne m'étonne pas que vous l'avez entendu dessus, en fait. J'ai pas mis le nom, je crois, je suis vraiment désolé, je me souviens plus du nom, mais je sais que c'est Castle Records, c'est une boutique qui vend des CD de hip-hop du côté de Ueno à Tokyo, et ils étaient très populaires au début des années 2010. Ils ont organisé leur battle, et là, filles comme garçons, pas de pitié, hein, c'était vraiment pas de limite en fait. Et actuellement, là, il y a une petite guéguerre entre des rappeurs de Kawasaki, originaires, Bad Hop, avec le rappeur Wiser, qui est en train de se clasher avec des rappeurs de Kumagaya, qui est tout au nord de Tokyo, Namedaruma, et ils sont affiliés à des petits gangs yakuza respectifs, et ils se clashent par musique interposée, et des petites sessions de bagarre, mais sans plus. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas... Non. Sans plus. Il y avait un festival, un concert qui s'est annulé. Oui, qui a dû être annulé. Mais ça reste encore très japonais. C'est pas dans les extrêmes comme aux États-Unis où il y a des meurtres. Non, pas du tout. D'ailleurs, le hip-hop a été inventé pour arrêter la guerre des gangs. Exactement. Le message d'origine, c'est vrai que c'est la petite critique que je fais un peu sur le hip-hop japonais. C'est vrai que le message d'origine d'ICD qui a vraiment influencé le rap, qui a introduit le rap politique revendicateur et qui s'en prenait un peu au système capitalisme de la musique, se perd au fil des années. Parce que les rappeurs exposent davantage le capitalisme, les possessions matérielles, l'argent, les femmes, et d'autres possessions matérielles pour dire je suis riche, j'ai une grosse maison, mais le message d'origine de la non-violence, de la paix, d'utiliser son énergie pour faire des choses positives se perd au fil des années. Mais il y a toujours des rappeurs très underground qui parlent des thèmes sociétaux japonais, mais ils sont très rares et il faut les trouver en fait. D'autres questions? Ouais. Salut. Où ça? Là? Ouais, je suis là. Ah là, excuse-moi. Salut, il n'y a pas de souci. Salut Sonic M, bravo. Merci. Merci à toi, t'avais exposé, t'avais mixé à mon expo dans le 95. Je l'avais pas reconnu. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Et Roger, franchement, je suis arrivé à la bourre. Oui. Bon, ça va être un bordel là ce que je vais raconter là, mais en fait, quand je suis arrivé un quart d'heure à la bourre. Bon voilà, t'as vu, je viens de Pantin en vélo, machin. Ouais. Bon, bref. Et ce que je veux dire, c'est que quand Roger, tu as fini, on se tutoie en hip-hop, oui, pas de souci. Si ça te dérange pas. Quand tu as dit voilà j'ai fini, j'étais super déçu parce que c'est passé trop vite. Je sais pas ce qu'ils en ont pensé les gens, mais putain, mais c'est un truc de botch quoi. Tu vois, c'était ouf. Donc franchement, merci pour ça. On devrait les applaudir encore s'il vous plaît. Faites du bruit, ouais. En fait, je suis vraiment désolé. C'est vrai que j'avais préparé une preuve. C'était long et je pouvais pas tenir dans le temps. Vraiment. Évidemment. Je pouvais pas. En fait, pour parler de la scène hip-hop japonaise, il faut vraiment faire plusieurs. Une partie 80-90, une autre 2000 et une autre 2010-2020. Et surtout parler des autres disciplines du hip-hop. Exactement. Voilà. Non, je me suis concentré sur le rap parce que c'est cette partie que je maîtrise le plus. Il y a d'autres histoires pour les danseurs, les DJ, les graffeurs. Il y a plein d'histoires. Mais je me suis concentré sur le rap parce que c'est cette partie que je connais le mieux en fait. Mais Roger, quand on a voulu mettre rap japonais, à chaque fois tu corrigeais, tu mettais hip-hop japonais. Oui. C'est quoi la différence? C'est vrai que le hip-hop va englober tous les éléments. Le hip-hop c'est la culture, le rap c'est la musique. Après,
le média s'appelle Real Japanese Hip Hop, mais on est une association, on est indépendant, donc on n'est pas encore, on n'est pas 30 000. Et depuis 10 ans, le média il est focus plus sur les rappeurs. D'ailleurs, on fait venir des rappeurs. Moi, je produis de la musique avec des rappeurs, même si, comme tu sais, je travaille avec plein de graffeurs et plein de danseurs, parce que j'organise des battles de danse ici, et même là, on va organiser des battles de danse à Tokyo. Mais en tant qu'indépendant, on peut pas non plus tout faire. Quand on aura les budgets de Skyrock, s'il y a des investisseurs dans le coin, vous connaissez le business. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que là, aujourd'hui, on se focalise vraiment sur la partie rap, parce que, comme je dis, moi, je suis DJ et producteur, donc la musique, je la joue en soirée, en club et dans les événements. Et sur le média, Roger, il interview. Mais ça va venir. Ça va venir, puisque les collaborateurs, on a déjà de nouveaux collaborateurs, des équipes à Tokyo qui commencent à travailler avec nous depuis 2019. Mais à cause du Covid, ça s'est un peu écroulé et c'est reparti à partir de 2022. L'année dernière, là. Oui, l'année dernière. Et on a beaucoup de collaborateurs qui vont maintenant se multiplier dans les autres disciplines et on augmente l'équipe tout doucement, pour diffuser davantage d'informations parce que c'est vraiment très 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 soutenu et très dynamique au Japon en fait. Même moi tout seul, je perds le fil en fait. On découvre des artistes tous les jours, des DJ, des rappeurs, des danseurs. C'est quasiment infini. Alors, j'ai même pas posé mes questions du coup. Excusez-moi. Vous êtes où? Alors, il y a deux choses. Oui. C'est toujours moi, t'as vu. Alors, moi, j'ai découvert le rap japonais au début des années 90 dans une compilation qui s'appelait Mondial Rap, issu du magazine de basket Mondial Basket. Okay. Et c'était De La Soul avec Takagi Kan. Oui. Et j'en ai pas entendu parler. Je me disais. Kan Takagi, oui, c'est Takagi Kan. Takagi Kan. Takagi Kan. Il était. En fait, je vous ai parlé de Tiny Punks Organization. C'est le groupe de Hiroshi Fujiwara. Et Kan Takagi formait Tiny Punks avec Hiroshi Fujiwara. C'était les deux artistes qui collaboraient ensemble. C'est bien Takagi Kan que tu m'as dit. C'est lui. Il est membre fondateur du label Major Force avec Hiroshi Fujiwara. Il est producteur, il a fait énormément de choses. Question? Là, je vais passer le micro à monsieur qui attendait. Sonic M, Roger, bonsoir. Bonsoir. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence qui est vraiment très riche en informations et que j'ai beaucoup apprécié. J'espère comme toutes les personnes dans la salle. Moi, je suis un grand amoureux de rap en tout genre. J'écoute du rap anglais, italien, allemand, japonais. Le rap japonais, j'ai découvert notamment avec Ko et Miyachi. Je suis directement tombé amoureux, j'ai vraiment adoré. Et il n'y a pas trop longtemps de ça, j'ai regardé un reportage sur le K-hip-hop, enfin le K-rap plutôt, qui est disponible sur France TV / si les gens sont intéressés. Et il disait que dans ce reportage, ce qui caractérisait le K-rap, c'était justement le mélange de culture américaine avec cette politesse à la coréenne, où le mec il vient, il lâche son freestyle le plus sale et juste après il va s'incliner devant tous ses patrons et tout. Et donc justement pour vous, c'est quoi qui caractérise le rap japonais? C'est quoi vraiment qui fait qu'on se dit ouais, ça c'est du rap japonais? Merci. Moi je te dirais, pour moi en tant que producteur, j'aime autant le son coréen que le son japonais, mais le son japonais, pour utiliser mes mots, je le trouve plus rough, plus underground. Tu vois ce que je veux dire? Et les artistes qui sonnent américains, beaucoup américains au Japon, enfin les artistes japonais qui sonnent américains, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, des fois c'est un peu surfait. Alors que les Coréens, sur le son, je sais pas, ils ont absorbé carrément les carrés, ils ont mangé Chris Brown et puis ils en ont pendu un autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est vrai que c'est ça. Je trouve que le hip-hop japonais, moi ce que j'aime justement, c'est vraiment son authenticité brute, tu vois. Je dis pas que j'aime pas le hip-hop coréen, mais vraiment si j'aime le hip-hop, le rap japonais, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour son côté authentique. J'ai entendu dire qu'après la guerre de la Corée, il y a eu beaucoup de Coréens qui sont allés vivre aux États-Unis et que les enfants de ces Coréens qui ont grandi aux États-Unis, qui sont baignés dans la culture hip-hop, sont venus s'installer en Corée pour produire du hip-hop. Oui, et moi aujourd'hui je travaille avec des artistes coréens et assez drôlement ils veulent tous bosser avec des artistes japonais.
parce que eux ils regardent les Japonais. Même si c'est vrai que la Corée en ce moment, tout le monde en parle musicalement, il y a l'explosion de la K-pop, etc. Mais en Asie, ce que je reconnais par rapport à mes copains vietnamiens, coréens ou même thaïlandais, ils regardent tous le Japon en fait. Alors peut-être parce que c'est un ensemble de choses, mais même musicalement, par exemple Ichwan, les morceaux que j'ai fait avec lui, ont fait que tous les artistes, et d'ailleurs même mes copains au Brésil, ils veulent faire des sons avec les Japonais. Ils me disent pas je veux faire un son avec un Coréen ou avec un truc, parce que même pour eux, souvent ils me disent que même si ça sonne bien, ça ressemble plus à l'américain. Et c'est pour ça que je parlais d'authenticité. Le rap japonais a vraiment ce truc où, malgré le fait que c'est le rap et la musique noire américaine qu'ils ont repris, ils ont vraiment intégré leur histoire et leur culture dans le truc. Donc c'est vraiment du rap japonais. On dit pas ça c'est du rap américain fait par un japonais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'adore en fait et que je bosse avec. Je vais rajouter un truc parce qu'il a dit un élément très important quand le Coréen, tu as dit qu'il peut rapper, après il va prier. Oui, il va. J'ai vu à peu près la même chose au Japon. En 2013, je suis parti dans un nightclub qui a fermé maintenant, le Shibuya Social Club. Et c'est là que s'est formé le groupe de Ewish, Yantan Tokyo. J'avais été invité par le rappeur Kazuma. Quand je l'ai vu à la gare de Shibuya, très poli, très gentil, typiquement japonais, les codes, avec son groupe d'amis. Et quand on est allé dans la boîte, il s'est transformé en groupe de MOP complètement. Je dis, c'est lui que je viens de voir. Et c'est ça, en fait, ils emmagasinent toute leur énergie pour certains. Ouais. Et quand ils sont sur scène, ils déversent tout, en fait. Et ça, en fait, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Tu peux le voir dès qu'il est sur scène. C'est un rappeur, il peut même battre les Mobb Deep ou bien les grands rappeurs américains. Et dès qu'il sort, ça redevient un japonais typique, très poli. Et ça c'est à peu près pareil comme les Coréens. Merci Roger. Oui. Marie, est-ce que tu as des questions en ligne? Oui, donc il y a une question en ligne oui. que je vais lire. La conférence se focalise essentiellement sur les aspects musicaux du hip-hop, oui. mais auriez-vous des éléments d'explication sur le succès des différents crews de breakdance japonais à l'international? Ça revient à ce que disait Sonic oui. tout à l'heure. Hein, oui, c'est ça. C'est que pour répondre à la question à la personne en ligne, c'est la caméra est où? Là. On a focalisé sur le rap parce que le média s'est fondé sur les voyages de Roger qui allait au Japon pour rencontrer des rappeurs et moi qui produis de la musique avec des rappeurs et avec des artistes, même si en tant qu'artiste hip-hop, moi en France aujourd'hui je travaille dans la danse, je donne des cours à des danseurs, etc. Mais au Japon, on n'a pas, comme je dis, on n'a pas en étant une équipe indépendante, on n'a pas encore les moyens de couvrir. Faut savoir que ils sont 2 fois la population de la France et vous imaginez le nombre de rappeurs et d'artistes hip-hop qu'on a ici. Donc nous on s'est dit on commence par une des catégories qui est celle qui est le plus proche de nous et puis au fur et à mesure le média il va se développer pour pouvoir parler des autres disciplines. On a plein de potes dans le graffiti, on a des potes dans la danse. Donc il y a des choses qui vont arriver. Ça va arriver. On va parler de tous les éléments. Ça va arriver. Il fallait pas remplacer le mot rap avec le mot hip-hop dans la brochure, peut-être. Peut-être. Peut-être c'est moi quand j'ai choisi le nom de domaine, quand je créais le site, j'ai dit Real Japanese. Ouais non, il y a un site qui s'appelle Japanese Rap déjà. Ouais voilà. Ah donc ça aussi. Donc déjà. Je vais passer le micro à une autre personne. Oh. Bonsoir, c'est Iso. Salut. Merci beaucoup. Moi, j'ai découvert le hip-hop japonais, c'était en 97, avec DJ Crush, My Light, qu'on arrivait à trouver en France. Et après, les galères de cassettes, l'échelle disquaire, c'était très compliqué. Ok. Donc, t'es de cette époque-là. Exactement. Ouais. Et il y avait un rappeur sur cet album, c'était Rino, et j'ai jamais rien retrouvé de lui. Rino. C'est qui comment? Riano. Tu as d'autres informations parce qu'avec un rien, comme ça. Il avait fait un featuring avec DJ Crush sur My Light. Je suis désolé. C'est carré, je vais faire le tour de mon cerveau là pour essayer de trouver. Si tu avais d'autres éléments, j'aurais pu. C'est tout. J'ai jamais rien retrouvé. On va faire une émission rappeur disparu.
Bon, bah sinon, merci pour l'intervention. Okay. Merci à toi. Merci à toi. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Une petite question assez subjective. Quand on parle des plus grands albums de rap américains, on va tous dire Nas Illmatic, MF Doom, Matt Villain, ou même Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Et j'aimerais savoir, dans le rap japonais, justement, quel est l'album que tout le monde parle? Je veux dire le Nas Illmatic japonais. Je pourrais citer l'album de Ramster. Moi, je parle personnellement. C'est vrai qu'au Japon, durant les années 90, il y a une flopée d'artistes qui ont sorti des albums très, très légendaires maintenant. Mais je pourrais citer l'album de Egotopia de Ramster, parce que c'est mon préféré. Et l'un de mes préférés, et Fifth Wheel to the Coast de Skad Alapa. Maintenant, ça différencie énormément des goûts de chaque personne. Mais c'est vrai, les albums des années 90 japonais, Egotopia de Ramster, Microphone Pager et Shadarapa Fifth Wheel to the Coast. Il y a aussi Shaka Zombie, Nitro Microphone Underground, sont des albums légendaires. Maintenant, je ne peux pas te dire quel est celui... qui met d'accord tous les Japonais, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait. Il y en a énormément. Il y a aussi ECD qui a sorti des albums excellents. J'ai pas assez d'informations pour te dire. Je t'en cite, mais j'ai pas assez d'informations pour te dire oui, c'est cet album là en fait. Je sais qu'il y en a plusieurs entre 90 et 97, mais je t'ai cité quelques-uns et c'est vraiment ceux-là. Là. D'accord, merci. Merci. Je vais passer le micro à monsieur. Oui, merci pour cette conférence passionnante et intéressante. J'ai beaucoup aimé. Donc, rap hip-hop. Voilà, c'est pour savoir, pour les pochettes d'albums, ça s'est inspiré des albums américains comme I Am, Anthem, tout le rap français, du France, parce que de la France au Japon, voilà. Vous voulez savoir si les pochettes d'albums s'inspiraient du rap français? Ouais, du rap américain. Ou américain. Certains albums. Il y a l'album de Buddha Brand qui s'est inspiré de la pochette d'album, le premier album de Buddha Brand. J'étais vraiment désolé si j'avais pu. S'inspire d'un album de rap américain. Je ne peux pas vous dire lequel. Il y a certains Japonais qui ont copié, pas copié, mais qui se sont inspirés de pochettes d'albums de rap américain pour faire les leurs en fait. Et aussi, au niveau de la musique, on retrouve énormément de samples dans le rap japonais qu'on retrouve dans la musique noire américaine des années 70, 80 et des années 60 aussi. Une dernière question. Ah, il y a 4 ou 5 personnes encore. Madame. Je suis là. Ah, okay. Salut. Roger, Sonic M, un grand merci. Oui, merci à toi. Votre savoir est encyclopédique, vous nous avez fait voyager. Ça fait plaisir. Vraiment bravo, vraiment un grand bravo. Moi j'avais une question sur quelque chose que tu as dit, Roger, et tu n'es pas revenu dessus. La diction, c'est quelque chose qui est propre au rap. Il faut avoir une diction particulière pour le rap. La diction. La diction, oui. Voilà. Et qu'en japonais, le verbe arrivait à la fin. Est-ce que ça veut dire que les rappeurs japonais font un travail supplémentaire dans l'écriture de leurs textes pour que ça colle à leur sample, à leur musique? Est-ce qu'il faut un effort par rapport à tous les autres rappeurs? Par exemple, les rappeurs anglais, américains et tout ça, ils n'ont pas cette contrainte-là, c'est ça? Oui. En fait, déjà, il y a certains rappeurs qui utilisent, je ne l'ai pas dit, mais certains rappeurs ont utilisé des mots anglais pour faciliter la rime. Parce que le mot japonais était parfois trop compliqué, donc ils mettaient un mot anglais pour faciliter la rime. Et aussi, c'est leur langue naturelle, donc c'est leur langue maternelle, excusez-moi. Et donc ils peuvent faire des combinaisons beaucoup plus facilement. Nous, en tant qu'étrangers, on se dit que c'est vraiment extrêmement difficile. Et pour eux, quand ils écoutent du rap américain, ils se disent que comme ils ont fait avec l'anglais, c'est parfois compliqué. Mais moi, je pense qu'ils ont travaillé un peu plus que les autres parce que le japonais, et en plus, ça diffère selon les régions. Le japonais de la région de Kyushu n'est pas le même que celui de la région du Kanto, du côté de Tokyo.
Et là, il faut un travail. Même quand je traduis les chansons, quand je le mets dans une application et que c'est intraduisible en fait. Et il faut que je trouve, avec le jargon du rappeur, que j'essaye de comprendre ce qu'il a voulu dire. Et des fois, j'envoie un message, je dis qu'est-ce que tu as voulu dire, explique-moi, je comprends rien. Il y a le rap de Okinawa aussi. Exactement, il y a la langue d'Okinawa, il y a la langue d'Osaka, il y a la langue de Kobe. Et quand tu essaies de traduire, tu mets la phrase en français qui se rapproche du sens. Parce que de la traduction mot à mot, non, c'est pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Je vais passer le micro à monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici. Oui. Très bonne conférence, même si j'aurais apprécié entendre Sonic M scratcher un peu plus sur Shogun par exemple. Moi j'avais une question purement matérielle. Hein. Oui. Comment est-ce que vous avez des astuces pour qu'on puisse se procurer des vinyles de rap japonais à des prix un peu raisonnables? Alors, je connais. Attends, tu peux prendre un billet d'avion. Oui. Non, vraiment, oui. Non, vraiment, hein, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, alors notamment pour le rap japonais, en France, c'est vraiment compliqué de trouver des vinyles. On en trouve parfois, mais ça va être plus simple. Ou de les commander. Alors, j'ai pas de site parce que nous, on va à Tokyo. En fait, il y a un site, si je peux citer, c'est CD Japan. Ouais, c'est CD Japan. Tu peux commander dessus. Maintenant, les autres sites, ils vont te faire payer un import. Parce que c'est ça. Mais le meilleur moyen, c'est d'aller au Japon. Moi, trouver un pote. Tu te fais un petit billet, un petit voyage et Quand je suis allé par contre, au Japon, tu prends rien dans tes valises, tu prends 2 caleçons. Parce que moi je viens de l'époque du vinyle, donc je peux te dire que ça pèse lourd. Ouais, voilà. Mais parce que notamment les vinyles, c'est un super sujet parce qu'il faut savoir que dans les années 2000, aux États-Unis, il y a énormément de propriétaires de magasins de vinyles japonais qui sont allés dans les brocantes américaines et qui ont racheté des stocks entiers de vinyles de hip-hop américain et qui les ont ramenés au Japon. Et mon dernier voyage à Tokyo, c'était quel magasin? C'était Ashtown, je crois, ou je sais plus. Où ça vers Shibuya, on était là. En gros, à côté de Tokyo Tower. Bon, et en fait, d'ailleurs, Tokyo Tower en ce moment, c'est H Tower. Non, Tower Record. Tower Record, voilà. Ils sont en train de refaire et ils vont avoir un des plus grands, genre 100 000 vinyles. Je crois que c'est le 3e ou 5e étage. J'ai vu l'article ce matin là. Ils sont en train de tout refaire et en fait, moi j'ai trouvé des vinyles de Radiga que tu retrouvais plus, des vinyles de La Soul, des éditions limitées, enfin des trucs que même aux États-Unis tu trouves plus. Et qu'eux, ils ont racheté. Donc voilà, c'est la petite info, même si c'était pas exactement ce que tu m'as posé comme question, mais voilà, je voulais le dire. Pour ceux qui aiment les vinyles comme moi, je sais que c'est une drogue, je me fais soigner aussi. Voilà. Une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup d'être là et c'était très intéressant. Je suis juste là au cas où. C'était très intéressant et merci d'avoir parlé de sujets. Hip-hop japonais. Ouais, voilà. Et un peu plus pointilleusement de ce qui se trouve dans nos playlists parce que des fois, on n'est pas trop au courant, on n'est pas très informé. Donc voilà. Ma question est un peu subjective et générale en même temps. Et ça peut toucher le cœur des gens fiers, je ne sais pas, peut-être. Et est-ce que vous pensez que les auditeurs de musique asiatique se rétractent quand on leur demande quel genre de musique ils écoutent? Par exemple, si on leur dit qu'on écoute du rap japonais, du rap mandarin, coréen, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite gêne Absolument pas. Non? Absolument pas. Ouais, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, moi je travaille avec des rappeurs coréens qui sont à fond sur les rappeurs japonais. J'ai des copains vietnamiens qui sont à fond sur les rappeurs chinois et les rappeurs coréens. Enfin, tu vois, ça tourne en fait. Même si, de manière générale, les artistes avec lesquels j'ai travaillé, comme je disais, ils regardent vraiment le Japon, comme étant un peu le fer de lance en fait du hip-hop en Asie, avec cette authenticité dont je parlais tout à l'heure. Malgré le fait qu'il y a du très bon hip-hop au Vietnam, en Thaïlande, en Chine, à Hong Kong, en Corée. Mais oui, pour le coup, je me suis rendu compte ces dernières années vraiment de la force du hip-hop japonais en Asie en fait. Donc voilà. Parce qu'on a retrouvé même des événements, il y a un énorme festival de hip-hop en Thaïlande où ils ont invité une dizaine d'artistes de rap japonais. Ouais. Et maintenant il y a des artistes japonais qu'on retrouve aux États-Unis avec le 88 Rising, qui a regroupé un peu toute la communauté asiatique nord-américaine.
Et il y a énormément de choses qui se passent et il n'y a pas de gêne. En France, ça commence avec Real Japanese Hip Hop, bien sûr. Yeah. Donc il faut aller sur le site www.realjapanesehip-hop.com. Il y a les news, les infos et le clip. Merci beaucoup. Merci Roger. Merci à vous. Merci Sonic M. C'était une très très belle rencontre. Nous aussi, on est très touchés de pouvoir échanger avec vous, de sentir votre curiosité, votre passion sur notre propre musique. Pour finir, donc, on va peut-être finir en musique avec Sonic M qui va nous remixer du son. Et si vous avez des questions, on peut monter au rez-de-chaussée. On va. Yeah. Je libère Roger dans le public. Je vous retrouve au rez-de-chaussée. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Yeah. Merci beaucoup.